Vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait que le nu nous choque? Tu t'es déjà demandé, Bart? Oui. Alors je sais, on n'est pas tous choqués par ça ou pas au même degré, mais quand on y pense, c'est pas une question qui va de soi que le corps tel qu'il est quand on est sans artifice, etc., il faille pas le montrer. Alors comment on en est arrivé là? D'abord, il vous aura pas échappé que la nudité est choquante dans certains contextes et pas d'autres. C'est normal d'être en maillot de bain à la plage, mais pas au restaurant. C'est normal même d'être à poil dans une plage nudiste, même si tout le monde s'y sentira pas forcément bien, mais à aucun autre endroit dans l'espace public. C'est normal de se déshabiller pour un massage, mais pas dans le salon de ses potes, ou alors vous êtes un type de soirée bien précis. Donc la pudeur et la bienséance, c'est une question de contexte et de code. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venaient ces codes et est-ce qu'ils ont toujours été comme ça? Eh bien, nous allons répondre grâce à l'histoire, car oui, figurez-vous que vous êtes sur une chaîne d'histoire au cas où c'est la première fois que vous veniez, c'est une autre histoire, je suis Manon Bril. Mettez-vous à l'aise, vous pouvez vous foutre à poil si vous voulez, si vous êtes chez vous et avec des personnes consentantes, je veux pas d'ennui, merci. Et on va se concentrer sur l'histoire occidentale, mais à d'autres endroits dans le monde, ça peut être d'autres codes, etc. Bref, on est bien obligé de faire des choix parce que la vidéo sera longue déjà. Alors vous connaissez le problème de la préhistoire, c'est qu'il y a très peu de témoignages de gens qui nous sont parvenus, bizarrement. La préhistoire, c'est tout ce qui concerne l'humanité avant l'écriture, donc c'est assez difficile de savoir ce qui les choquait ou non. Enfin, on a des témoignages quand même, mais une forme beaucoup plus indirecte, avec les images, les peintures et les sculptures qu'on a retrouvées, et parmi elles, on compte notamment pas mal de nus, donc des nus féminins, donc entre les statuettes qu'on appelle les Vénus, mais aussi sur les parois des grottes où on trouve des dessins de vulves, donc un petit triangle avec un trait. Donc on sait que ça se représente, mais c'est hyper dur de les interpréter et de savoir ce que ça veut vraiment dire. C'est pas parce que ça se représente que c'est pas choquant comme pour aujourd'hui. Bref, on peut faire que des hypothèses qui parfois se contredisent entre elles, mais au moins on peut dire que ça existe. Des hypothèses, comme dit Barthélemy derrière la caméra. Bien joué Bart, tu veux présenter à ma place? Toujours là. Alors avançons un peu dans le temps, à une période où on a des traces écrites et où c'est un peu plus facile de percevoir les mentalités des gens. On rentre donc dans l'Antiquité bien sûr. Et là, waouh! Oh oui, les beaux nus antiques. Globalement, la nudité, c'est pas choquant dans l'Antiquité. Bon, l'Antiquité, ça s'étale aussi sur des siècles, alors c'est pas tout le temps les mêmes règles, mais globalement, ce qui nous frappe à nous, c'est que les codes de la pudeur sont pas les mêmes que les nôtres. Les athlètes sont nus, par exemple, et on représente la nudité dans l'art avec les corps idéalisés. Mais par contre, dans la société, les femmes doivent pas se montrer nues, les seins dénudés, c'est associé aux prostituées, et d'ailleurs, les femmes peuvent généralement pas assister au jeu, justement. Et dans l'art, c'est vraiment pas toutes les déesses qui sont à poil, plutôt genre Aphrodite, mais pas du tout Athéna, par exemple, et ça dépend des périodes. Bref. Par contre, les latrines collectives. Ça, pour nous, c'est quand même un délire de faire caca avec tes potes en tapant la causette tranquillement. Ah si, ou alors si vous faites ça, vous le dites pas publiquement parce que vous allez le regretter. Dans l'Antiquité, c'est très banal dans les lieux publics, tout comme les thermes. D'ailleurs, les thermes, c'est le loisir de l'Antiquité où on est à poil, et même sous l'Empire romain, ils deviennent mixtes, mais pareil, donc c'est très normé, un peu comme pour les bains du Japon aujourd'hui, donc on se met nu qu'à certains endroits précis de l'espace public, donc les thermes. Donc pour récap, dans l'Antiquité, la nudité des mecs c'est ok, la nudité de tout le monde dans certains lieux aussi, et globalement dans l'art. Mais coucou qui voilà, le Moyen-Âge et avec lui la domination du christianisme. Vous allez dire, et voilà, l'église, Adam et Ève, tout ça, et maintenant on peut plus faire caca en groupe. Alors, oui et non. Enfin non, vous pouvez pas faire caca en groupe, mais on en a déjà parlé, arrêtez avec ça. Bon, vous connaissez le truc, donc Adam et Ève qui sont innocemment à poil dans le jardin d'Éden, sauf que paf, ils mangent le fruit, et hop, ils ont honte. Et donc on a deux types de nudité dans l'église, une acceptable, mythique, innocente, et une coupable, assimilée au péché de la chair. Au début donc, les deux versions coexistent, et d'ailleurs on baptise les gens nus dans cet état de pureté innocente. Mais petit à petit, le discours de l'église va se durcir et imposer la deuxième version de la nudité, celle du péché de chair, donc avec une sexualisation du corps nu, et à l'inverse, la pudeur, ça va devenir le marqueur de la chasteté. Mais ça, c'est les beaux principes et la théorie de l'église, mais figurez-vous, mes cocos, que la pratique, c'est tout autre chose. Êtes-vous surpris? En fait, tout le monde est à poil au Moyen-Âge. Non, j'exagère, mais la nudité, c'est partout dans le quotidien, sans choquer, et dans tous les milieux sociaux. Notamment, il y a toujours les bains collectifs nus, avec ce qu'on appelle les étuves par exemple, qui sont très répandus même si l'église essaye de les interdire. Et puis la nuit, on dort à poil, et tous dans le même lit si on est pauvre et qu'on n'a pas de quoi se payer plusieurs lits ou plusieurs chambres. Donc la nudité nocturne est de plus en plus associée à la liaison physique. Alors au XIIIe et XIVe siècle se répand la fameuse chemise de nuit. Mais chez les riches, parce que les pauvres, ils peuvent toujours pas se la payer, alors ils vont encore dormir à poil longtemps. Et là, il y a un nouvel élément qui entre en jeu, qui va associer encore une idée négative à la nudité, ce sont les
les épidémies. Ah tiens, sound familiar. Au XIVe et XVe siècle. Les mesures de santé rendent la nudité publique beaucoup moins acceptable et imposent l'idée que nu égale maladie. En 1450, paf, terminé les études, on développe une peur de l'eau stagnante comme véhicule de maladie et l'hygiène va passer par autre chose, le linge. On en a parlé dans l'épisode animé sur Versailles, n'hésitez pas à me cliquer sur cette fiche. Donc maintenant t'es hygiénique si t'as du linge propre et la pudeur se lie étroitement au linge et à l'hygiène. Et dans les représentations, c'est ok de voir la nudité cautionnée par l'église, justement comme dans les scènes d'Adam et Ève ou le Christ enfant, mais il y a d'autres trucs beaucoup plus surprenants, comme ceci sur la tapisserie de Bayeux, ou encore ces enluminures du roman de la Rose, où on voit des religieuses qui cueillent des pénis, ou encore les Shilanagig, qui sont ces femmes avec des traits grotesques et avec des vulves surdimensionnées qu'on trouve dans les églises d'Angleterre et d'Irlande, qu'on sait pas trop si c'est la fertilité ou au contraire la perversion, mais encore une fois on a du mal à vraiment les interpréter, comme quoi il suffit pas d'avoir l'écriture pour comprendre. En tout cas la nudité elle est présente dans les représentations au Moyen-Âge, mais ça va se renforcer à l'époque moderne. Donc elle commence avec la Renaissance, or la Renaissance c'est l'avènement de l'art, de l'humanisme, qui place l'humain au centre de l'intérêt, grâce à la science notamment. Et du coup on va libérer un peu la représentation des corps, la chair nue s'éloigne de la signification religieuse pour exprimer de plus en plus le désir, la puissance, etc. Et on redécouvre le nu antique qui est THE modèle à imiter. Alors là, vous vous dites, bah youpi, si on fait plus de nus dans l'art, ça veut dire que la société se décoince. Que nenni! Au contraire, on est de moins en moins à poil dans la vicotte. Comme on libère la nudité, paf, grande campagne de pudeur, aussi bien de la part de l'église que du peuple. Et il y a donc des campagnes de rhabillage des statues nues, à qui on met un voile ou autre pour cacher les parties. Le David de Michel-Ange, par exemple, on a dû l'édifier de nuit parce que le peuple était trop choqué et la statue s'est même faite lapider. Oui, les débats autour de l'art contemporain, puisque c'est l'art contemporain de l'époque, ça date pas d'hier. Cependant, pour l'église, ça reste encore ok un moment, les nus religieux, puis ça se raidit encore, notamment avec la réforme catholique, donc au concile de Trente, et on se met carrément à brûler des œuvres qui représentent des corps nus. Et là, on est parti pour une bonne période coincée en réaction à ce qui a semblé trop lâche. La cour sous Henri IV avait été perçue comme trop YOLO, alors sous Louis XIII, on serre la vis. Enfin, plus précisément, c'est à la cour que c'est vulgaire d'être nu et la pudeur, ça devient un marqueur social. Mais maintenant, vous avez capté, il y a la théorie et il y a la pratique. On essaye d'imposer cette pudeur de l'élite à la société avec de la législation notamment. Par exemple, certaines villes mettent en place des amendes pour que les gens se baignent pas nus dans les fleuves, mais c'est pas vraiment respecté puisque si on renouvelle les interdictions, ça veut bien dire que ça marche pas tellement. Les règles de bienséance se rigidifient encore plus au 18e. Si vous allez dans un établissement avec des bains chauds, maintenant vous mettez un caleçon et s'il vous plaît, on se déshabille dans une garde-robe et pas à la vue de tous, merci. De plus en plus de gens portent des vêtements de nuit, donc rangez les nouilles et les abricots. Mais comme d'hab, à chaque fois qu'on se met un peu trop un balai dans le cul, il ressort par la bouche. En réaction à ces règles assez strictes, il y a un retour de la nudité qui s'opère en 1715, sous la Régence, donc après le règne de Louis XIV. Tel un petit scooter, la société se débride et se chauffe avec l'émergence du libertinage, et je suis pas sûre de cette métaphore. Et oui, c'est l'époque du Marquis de Sade bien sûr, et des soirées privées olé olé, même si le libertinage ça n'est pas que ça. Bon du coup c'est pas dans la sphère publique que ça se passe évidemment, mais tout ça, ça contribue à faire bouger les mentalités. Mais le discours officiel, vous l'aurez compris, c'est pas ça. Et le 19e siècle, ça va être l'apothéose des balais dans le cul. Vous voyez Fantasia, la scène de Mickey en magicien, autant de balais que ça. Car le 19e, c'est le moment où la République finit par s'imposer en France, et la République, c'est le régime bourgeois. Et c'est lui qui dirige la société maintenant, et le bourgeois, il est coincé. Donc il y a une politique officielle assez pudibonde, c'est des bourgeois qui font beaucoup de manières pour compenser leur complexe de pas être des nobles en gros. Donc la nudité, c'est de la provoque. Et c'est évidemment totalement hypocrite parce que le bourgeois il fréquente aussi largement les bordels. Et puis bien sûr l'interdiction, ça renforce toujours fois mille le désir et l'érotisme du corps nu qui est totalement sexualisé et plus juste donc un corps. C'est-à-dire un truc qui sert à marcher, voir, percevoir le monde avec tes sens quoi. Et alors le corps féminin, bien sûr, je vous en parle pas, enfin si, je vais vous en parler. Le code Napoléon prévoit des poursuites envers les femmes qui outragent les hommes, donc fallait pas s'habiller si court tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on interdit la médecine aux femmes. Comme ça, les hommes ils peuvent conserver leur pudeur et aller chez le médecin tranquille. Et pire, la nudité est pas seulement sexualisée, elle est aussi diabolisée. On associe nudité et folie féminine. Et oui, c'est la grande époque de la psychanalyse, de l'hystérie, tout ça. Donc une meuf un peu trop dénudée, elle est folle, carrément. Et on remplit les asiles féminins d'épouses hystériques parce qu'elles ont osé péter des câbles, parce que leur mec les a trompées ou parce qu'elles sont jugées exhibitionnistes. Est-ce que ça éradique la nudité pour autant? Bah non, bien sûr, vous avez compris, comme d'hab, on va trouver d'autres solutions,
notamment dans l'art, mais attention, on fait pas n'importe quoi. Tout ceci, comme d'hab, est extrêmement encadré. Il faut que ce soit des beaux nus inspirés de l'art grec, oui, toujours lui, écoutez, et hyper normé qui met une distance avec la réalité. Ok pour des scènes historiques, mythologiques, etc. Par contre, si vous osez représenter la réalité des corps un peu plus banale ou monsieur et madame tout le monde, là, c'est scandale! Danse de vandale. C'est pour ça que la même année, le déjeuner sur l'herbe de Manet s'est fait bâcher, alors que la naissance de Vénus de Cabanel a rencontré un franc succès. Alors qu'il y a des femmes à poil sur les deux. Donc les petites nymphes et les guerriers tout nus, ok, mais pas les paysannes ou les prostituées, d'accord? Et oui, donc comme on disait toujours, la pudeur, c'est juste une question de code et de contexte. C'est aussi ok dans le contexte colonial. Là, vous pouvez représenter des gens de maintenant nus parce qu'il y a aussi une mise à distance. C'est l'exotisme, l'orientalisme, tout ça, c'est suave, c'est très le fantasme. Mais c'est pas nous, les gens civilisés, oh là là! Donc ça va. Alors, toujours en réaction, la nudité, ça devient un acte politique, une expression de l'opposition culturelle et sociale. C'est ce que fait Manet, par exemple, mais c'est aussi juste avant lui ce que Courbet a fait quand il a exposé au salon de peinture de 1853 ses baigneuses qui, apparemment, ont tellement choqué l'impératrice Eugénie qu'elle en aurait frappé une. Voilà, on frappe les tableaux maintenant. Les balais dans le cul ne sont pas contents, donc on voit apparaître à la fin du 19e et au début du 20e les premiers mouvements naturistes que les autorités essayent de combattre d'ailleurs. Mais c'est en effet au 20e siècle qu'on va le plus montrer des corps nus et faire un peu tomber les tabous après beaucoup de luttes donc. La Belle Époque, c'est une époque charnière qui montre l'évolution des mentalités. Au théâtre, les revues explosent. Donc les revues, c'est pas des magazines, c'est des spectacles satiriques de la société et de l'actualité avec beaucoup de danse et de burlesque. C'est la décennie de Mata Hari qui se produit nue dans de nombreux salons et de fait s'attaque au tabou de la nudité, ou de Colette qui se dévoile seins nus au théâtre même si ça provoque toujours des scandales et que les artistes se prennent des procès. Donc comme toujours, il y a deux camps, les ballets et les olé olé. Bref, on continue de se dénuder au milieu du 20e grâce à l'émergence du sport comme pratique de masse. Bon, cette pratique c'est notamment dû aux régimes totalitaires qui veulent que leur peuple soit des citoyens imparfaits, bien musclés, forts et virils, donc avec toutes les déviances darwinistes du corps évolué et parfait de la race supérieure, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans l'art, on va exposer ces magnifiques corps d'athlètes, mais il s'agit donc d'une nudité évidemment désexualisée et la plupart du temps masculine. Oh là là, regardez ces hommes comme ils sont forts et costauds, comme ils vont bien travailler et protéger le pays. Et c'est juste pour le sport, ok, on n'est pas gay. En réaction à ça, la nudité réaliste, donc pas idéalisée, elle est utilisée comme un moyen de contestation dès les années 60. Et oui, youpi, c'est les hippies qui revendiquent de pouvoir exposer leur bolas librement, et le nudisme sauvage devient un acte politique associé au slogan Make Love, Not War. Not War. Notoire, allez. Et plus tard encore, on voit émerger ce qu'on appelle les streakers, donc ces gens qui se baladent nus pour attirer l'attention et faire passer un message. Donc on associe ça beaucoup au sport avec les types qui essayent de traverser les terrains pendant les matchs. Mais c'est aussi la logique des femmes doublée de la dimension de désexualiser la poitrine de la femme au même titre que celle de l'homme. Voilà, pour faire un très gros résumé, la nudité elle nous choque parce que l'église a petit à petit instauré ça comme associé à la faute et à la sexualité. Mais on constate que d'abord il y a toujours une opposition et ensuite que les règles bougent tout le temps. Que la pudeur est ce qui choque ou non, ce qui est sexuel ou non, c'est pas du tout gravé dans le marbre, ni universel, ni éternel. Et que du coup, si c'est pas figé dans le marbre, c'est une construction sociale et que de toute façon, ça va changer, que vous le vouliez ou non. Tout change, désolé les conservateurs, la tradition, c'est une totale illusion. Alors, on peut peut-être essayer d'y travailler et de au moins avoir tous le droit de montrer nos poitrines. Un exemple au hasard? Ou peut-être se calmer avec les crop tops à l'école puisque la morale républicaine bourgeoise, on se la tape depuis le 19e siècle et c'est bon. Pour rappel, une action comme faire caca en groupe est passée de situation absolument banale à situation totalement improbable. Donc venez, on change, on sort les balais de notre cul et Instagram, calme-toi sur les tétons, putain. Tenez, venez sur Instagram d'ailleurs. Meilleure astuce ever pour vous appâter sur Instagram, c'est j'aurais en fait toute une vidéo pour ça, c'est faux. Si vous venez d'arriver et que vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, on vous accueille à bras ouverts. Vous pouvez vous abonner habillé ou nu, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque là, vous êtes vraiment les meilleurs si vous êtes restés jusqu'ici. Peut-être vous disiez qu'il y aurait un petit truc de fin pour conclure caché. Oui, il y en a un, ceci. Squid Game. Ah oui, faut dire des mots-clés comme Squid Game, Pandora Papers, élection présidentielle. Zemmour.